Bonjour, l'histoire et le climat du Val-de-Loire ont largement contribué au développement des jardins de la région. Suffisamment en tout cas pour qu'on leur consacre aujourd'hui tout un épisode. On commence avec l'édition 2015 du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Je vous emmènerai à Nantes découvrir ces prestigieuses collections botaniques en passant par le château de Valmer. Une balade le nez en l'air dans les si beaux jardins de la France. Au Xe siècle, s'élevait ici une forteresse pour protéger Blois toute proche des attaques guerrières. Au fil des siècles, la paix a transformé le château et son parc en un jardin remarquable. Après une vingtaine d'années passées à l'étranger, c'est la passion des jardins qui rapatrie Chantal Colleux-Dumont. Depuis 8 ans, elle accompagne l'évolution du domaine de Chaumont-sur-Loire. En 1992 est né le Festival international des jardins sous l'impulsion de Jean-Paul Pijat, un homme étonnant, un ancien journaliste très inventif, qui a eu cette idée de présenter chaque année un panorama de la création des jardins en Europe, en invitant toutes sortes de personnalités qui n'étaient pas forcément au départ du monde du jardin. Et c'est une aventure qui a bien fonctionné parce que ça correspondait à un moment où on se tournait vers le jardin. Donc ici à Chaumont-sur-Loire, depuis 1992, on invente, on utilise les végétaux de manière surprenante, on utilise les matériaux de façon extraordinaire et on met en œuvre des scénarios, on raconte des histoires. Comment parvenez-vous à vous renouveler d'année en année, à faire que chaque année repousse à nouveau un festival? Alors c'est une interrogation que j'ai eue à mon arrivée et j'avais très peur parce que je me disais on risque d'être dans la répétition. Mais non, ça n'est pas possible parce qu'il y a une clé à Chaumont-sur-Loire. Les jardins sont créés pas seulement par des jardiniers, pas seulement par des paysagistes, mais par des artistes, mais par des scénographes, mais par des architectes. Et donc, ils apportent, en s'associant, leur savoir-faire, leur imagination. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous, nous les premiers, et le public, j'espère, ensuite, surpris par les merveilles que ces jeunes gens, parce qu'ils sont souvent jeunes, entre 25 et 35 ans, pas très formatés, apportent chaque année. Cette édition 2015 est basée autour de la collection? Oui. La collection, pourquoi? Parce qu'on est dans un lieu d'art. Chaumont est aussi un centre d'art et de nature avec beaucoup d'œuvres d'art. Et puis parce qu'il y a des collections botaniques, des collections végétales rares qui sont multipliées, soignées par des gens qui sont fous de jardin, qui dans la solitude de leur serre, la solitude de leur pépinière, inventent, obtiennent des végétaux en quantité extraordinaire, et ça on ne le sait pas toujours. Et c'était ces créateurs-là que nous voulions mettre en valeur, c'était cette inventivité de la nature que nous voulions valoriser. Donc on a eu, à notre grande surprise, des jardins de mousse, des jardins de trèfle, des plantes carnivores, des fougères. Ça a été vraiment un travail en profondeur, de mise en valeur de végétaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a aussi des pélargoniums, on a aussi des bougainvilliers, mais on est aussi dans le musée, parce que vous voyez, le jardin dans lequel nous sommes, ça s'appelle Nuance, c'est une interprétation différente du thème de la collection. Il nous entraîne au musée, on est face à une œuvre d'art vivante. On est face à un tableau. Ce sont des miroirs qui reflètent des micro-jardins cachés au pied du mur. Ça, c'est un jardin de graminées plutôt prairie avec des bleuets. Ouais. Et en fait, ce que l'on voit, ou ce que l'on pense être le jardin d'après, c'est en fait le bas du jardin. Voilà. D'accord. Voilà. Un petit artifice de scénographie bien malin. Et ça illustre ce que je dis souvent sur la présence de tous les arts au jardin. Là, c'est un artifice du monde du théâtre.
Combien de tableaux composent cette édition 2015? Alors il y a 24 tableaux issus du concours et puis les invités spéciaux que sont par exemple Léon Kluge, un paysagiste sud-africain qui nous a fait un jardin qui s'appelle Cuisine africaine, et vous avez des plantes comestibles africaines qui sont là avec des baobabs et les végétaux de cette région du monde. Donc en tout vous avez 30 nouveautés, 30 nouveaux jardins. Est-ce que l'émerveillement est toujours présent chez vous, Chantal? Oui, ça c'est une qualité qui m'a sans doute été donnée par mes parents. C'est une chance fabuleuse de ne jamais être victime de l'érosion du regard, de l'érosion de l'enthousiasme. Il peut y avoir une érosion de la mémoire, mais jamais il ne faut perdre cet enthousiasme d'enfance qui fait qu'on est surpris, enrichi, qu'on peut renaître face à la beauté. Je crois que c'est triste si on n'est pas toujours dans cet émerveillement qu'il faut absolument entretenir. Entretenons le regard donc et l'émerveillement avec une balade au prieuré de Ronsard à Saint-Côme. Après 4 années de fouilles archéologiques, bâtiments et jardins ont été restaurés. Les végétaux un peu guindés ont cédé la place à un jardin plus naturel. Amateurs de jardins dopés, bariolés, corsetés, passez votre chemin. Si Saint-Côme renoue avec ses racines monastiques, c'est sans rien renier du temps présent. Pas de nostalgie dans ces jardins, mais de la vie, de la diversité et un brin de malice. Et donc c'est celle-là, l'Alchemia vulgaris, qui est censée... on pensait que ça redonnait la virginité au XVIe siècle. Ouais, et puis ça remonte les seins, celle-là. Et ça fait remonter les seins. Ouais. Le cassis. Je vais manger le premier cassis. Je pense qu'on est plutôt comme des enfants dans ce nouveau jardin. Parce qu'on est obligé de l'observer. En fait, on est dans le même lieu, mais on le redécouvre. Donc là, l'envie, aujourd'hui, c'est de partager. Potager, verger, carrés de simple ou rosiers, rien ne manque à ces jardins monastiques, même le cimetière. Mais ici, tout est évoqué, suggéré, comme si les hommes d'aujourd'hui avaient choisi de ne retenir que l'essentiel, une atmosphère. D'ailleurs, il a soufflé sur ce projet, son élaboration, un peu de cet esprit communautaire, puisqu'archéologues, jardiniers, pépiniéristes ou paysagistes ont travaillé ensemble. J'ai pas fait de fouilles archéologiques comme les archéologues n'ont pas fait de plan de jardin, mais il y a une vraie porosité entre les intuitions, les métiers, les savoir-faire, jusqu'à la restitution, parce qu'on confie finalement ce travail-là en plan, hein, nous on ne met pas tellement les mains dans la terre, à une équipe de jardiniers, et pour que ces jardiniers aient envie d'y travailler, il faut qu'ils soient évidemment aussi associés à l'ensemble du processus. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est d'entendre que on retrouve cette atmosphère de sérénité, cette sensation d'être dans un lieu de méditation, sans qu'on l'impose finalement, quoi. Et pour les visiteurs encore dubitatifs, un rien désarçonné par ce Saint-Côme plus contemporain, patience. D'ici 3-4 ans, tout aura poussé comme le montre cette projection d'images 3D. Car un jardin, un peu comme un bon vin d'ailleurs, a juste besoin de temps. Tenus de main de maître par Alix de Saint-Venant, les jardins de Valmer sont devenus une référence des jardins français. Alix est férue de botanique, elle aime aussi particulièrement l'histoire. Celle avec un grand H bien sûr, mais aussi les siennes, ces petites histoires qu'elle nous partage. Là, c'est la nurserie, j'ai aperçu... Alors voilà, ça c'est la serre. Il y a une petite serre enterrée et une plus grande serre qui est quand même pas très grande pour tout ce qu'on a à faire dedans. Mais bon. Oh là là, c'est beau partout. J'aperçois un bout de glycine qui est en train de sortir aussi. Ça c'est le coffre-fort avec toutes les graines dedans. Par exemple,
Par exemple, les haricots. Alors là, c'est des beautés. Il y a des beautés dans les haricots. Regardez ça. Ça, c'est yin et yang, carrément. Regardez celui-là qui est complètement rose. Oh, on dirait des goji, on dirait des bêtes goji Oui, un peu. Exactement. Il y en a des blancs. Alors vous dites ça, c'est mon coffre-fort parce qu'en fait, ce sont des variétés de graines, si ce n'est qu'on ne trouve plus, en tout cas plutôt rares. Hein. Alors voilà, c'est de tout. Il y a là-dedans à peu près 2000 différentes plantes sous forme de graines. Ça sent que ça, dans ces congélateurs-là, c'est ma collection de travail, c'est-à-dire celle que je sème pour manger. Parce que j'ai jusqu'à l'année dernière été ici un potager conservatoire avec presque 1000 différentes plantes chaque été. Ça s'est arrêté depuis l'année dernière. Je suis allée la semaine dernière porter toute ma collection de références à Lyon, où on va la conserver, la multiplier, parce que je me dis je ne vais pas rester assise sur mes graines surgelées ici, je ne m'en sers pas. Et par contre, je démarre cette année une collection plus importante de fleurs qui se mangent et une collection de cépages, de vignes, de raisins de table et de raisins pour faire du vin. J'ai quand même la collectionnite. Alors je vais faire moins de légumes, mais je recollectionne encore autre chose. Valmer, c'est aussi un vignoble sur lequel veille Jean, le fils d'Alix. 30 hectares de vignes qui produit un Vouvray récemment médaillé d'or au Salon de l'Agriculture. Une belle récompense pour ce jeune trentenaire. À quelques kilomètres de là, Lorraine est une tourangelle épanouie. Elle a un boulot qu'elle aime, une vie associative riche et passe le plus clair de son temps les mains dans la terre. Peut-être que ceci explique cela. Plantée, arrosée, désherbée, taillée, au fil des saisons, Lorraine prend soin des petits jardins cachés du centre-ville de Tours. Mon boulot va être de garder le sens esthétique de ce jardin, que ça parte pas en friche. Voilà. C'est toujours des endroits un peu, un petit jardin secret, un peu extraordinaire. Et donc d'ici 2-3 mois, quand on entrera dans ce jardin, on ne sera pas à Tours. Il ne manquera plus que le bruit des vagues et que les bruits des travaux arrêtent. C'est plutôt agréable comme métier, hein. Je fais juste en sorte que le jardin soit beau tout le temps. Là, j'ai une forme qui n'a pas pris. Donc, ouais. Elle s'enlève tout de suite, ça a pas raciné. Elle a dû souffrir d'un petit coup de sec. Les plantes fatiguées ou malades, Lorraine ne les abandonne pas. Après des allers-retours d'une rive de la Loire à une autre, elle rapatrie ses patientes dans sa courette qu'elle a rebaptisée à juste titre la SPV, la Société Protectrice des Végétaux. Dès qu'il y a un godet en trop qu'on ne plante pas ou qui est devenu un peu sec, on n'est pas sûr si ça va partir, bah, moi je le mets de façon complètement anarchique. Et ça pousse quand même. Non, il va repartir, j'y crois. Ça fait que 2-3 semaines qu'il est là, il n'a pas encore eu le temps de s'acclimater. Ça se trouve même, il faudrait peut-être que je le mette davantage au soleil. Et après une longue journée en tête-à-tête avec les végétaux, Lorraine rejoint les jardiniers ambulants, une asso qui regroupe des citadins en mal de jardin. L'idée est simple, une personne cède un lopin de terre et les jardiniers y cultivent leurs légumes et leurs fruits sur leur temps libre. Les jardiniers, ça peut être des copains, des amis d'amis ou des gens qu'on a rencontrés dans le train et avec qui on a rigolé, et voilà. Mais ce sont toujours des gens qu'on a captés sur le collectif, l'esprit collectif et sur l'esprit vert, nature et aussi réappropriation de son alimentation. On fait notre purin d'ortie, on fait nos engrais, on amène notre fumier de cheval. Les escargots, on va à la lampe torche et puis on les enlève un par un. Enfin, ça fait des bons moments collectifs. Je pense qu'au début on vient pour jardiner et puis après on vient autant pour les gens aussi. C'est un sas où on pense pas, on réfléchit pas. On se vide la tête à déraciner des trucs et puis après on a plaisir à se retrouver aussi parce qu'on partage au final des centres d'intérêt. On va enlever d'abord toutes les petites racines qui restent. Ouais.
Et après, t'en mets un, toi, à peu près tous les 2 cm, là, comme ça. Avec beaucoup de simplicité et toujours un peu de terre sur les mains, Lorraine cultive ses jardins. En œuvre d'art ou en terrain d'échange. Il semblerait qu'elle ait bien retenu la leçon de Voltaire. En route vers Nantes et son jardin botanique. C'est là que Romaric Perrochot me raconte l'origine de ces grands jardins de collectionneurs qu'on n'a pas installés là juste pour la balade. Ben non. Sous Louis XV, donc on est vers 1700, il y a une lettre patente, on appelle ça de Louis XV, qui a imposé à chaque capitaine de navire qui partait donc à l'autre bout du monde de ramener des plantes obligatoirement dans sa cargaison sous peine de prison. Quand il arrivait, donc par exemple à Nantes, il devait livrer des plantes qui devaient aller dans le jardin royal, qui est le jardin des plantes de Paris. Sauf que déjà, après 3 mois de bateau, l'écume, les plantes étaient tirées un petit peu la tête. Et donc il y avait des jardins d'acclimatation avant d'arriver au jardin royal de Paris. Donc c'était un jardin, on va dire, de requinquement, de quarantaine pour les plantes qui venaient de l'autre bout du monde. Les 1500 plantes qui poussent en Bretagne et en Pays de Loire, qu'on cultive toutes ici sur place. Ça fait 50 ans qu'on les cultive, donc 50 ans qu'on a un cycle de culture sur elles. Toutes ces plantes-là, personne ne sait grand-chose. Et si demain, l'ortie, par exemple, on trouve qu'elle a un rôle incroyable, c'est par exemple les orties, ça va faire des billets de banque, par exemple, avec ces longues fibres incassables, c'est ça qui fait que votre billet de 50 €, vous n'arrivez pas à le déchirer. Eh bien, on pourra s'appuyer sur le savoir, enfin on peut s'appuyer, s'il y a d'autres plantes comme ça, sur le savoir des jardins botaniques qui cultivent des plantes locales et non pas les quelques plantes qui sont cultivées dans le domaine horticole et que vous trouvez dans toutes les jardins. Tous les ans, nous on envoie 8000 sachets de graines, 8000 sachets de graines qui ont été prélevés dans la nature, pas dans le jardin, dans la nature, en Bretagne, Pays de Loire, et qu'on envoie dans 600 jardins botaniques dans le monde. Et donc on a un petit catalogue de graines où tout est gratuit pour celui qui commande. On a 1200 espèces et on leur envoie. Et nous, de la même façon, toutes les plantes qui viennent ici, elles ne viennent que via d'autres jardins botaniques qui ont prélevé les plantes dans la nature. Donc les 10 000 espèces de plantes qu'on a dans le jardin des plantes, c'est 10 000 espèces de plantes, donc il y a les 1500 locales, et les 8500 autres, c'est des plantes qui viennent de la nature d'ailleurs, et sur lesquelles on s'entraîne, on teste, on essaie de voir comment on peut les cultiver, les acclimater, les faire tenir, et donc pourquoi pas, si un jour il y a besoin, les remettre en milieu naturel. Cette année, il y a, par exemple, ça nous a touché un petit peu, c'est un symbole derrière le nom, il y a le jardin botanique d'Hiroshima qui nous a envoyé un courrier parce qu'on a une plante, une amamélidacée, qui vient de là-bas, bien après le 45, hein, mais ils nous ont envoyé une graine de là-bas, on l'a cultivée, elle pousse très bien ici, et eux l'ont perdue chez eux. Donc ça fait quand même quelque chose quand on écrit Hiroshima sur la petite enveloppe, qu'on glisse une graine et qu'on leur renvoie ce qui leur appartenait. Oui, effectivement, il y a un petit peu d'émotion, il n'y a pas que des choses froides et voilà, sans passion. On quitte le jardin botanique de Nantes et ses fleurs pour un autre petit paradis autour du légume cette fois. Xavier Mathias est agriculteur, mais attention, hein, pas n'importe lequel. Il produit des légumes et des fruits que l'on ne trouve que chez lui. Et il les appelle ses faux légumes oubliés. Les champs de pagaille, c'est le nom que Xavier Mathias a donné à ces terres, parce que comme il le dit lui-même, quitte à semer la pagaille, autant l'avoir poussée. Donc ici, là ça c'est une des graines qui me font craquer vraiment. Ça s'appelle la larme de Job. Donc ça c'était cultivé dans les monastères autrefois, parce que ce qui est très curieux avec cette plante-là, c'est que la tige traverse la graine. Ce qui fait que quand la graine sèche, elle a été traversée par la tige, elle est naturellement creuse. Donc ça fait une perle naturelle et on l'a cultivée pour faire des chapelets. Ça c'est Red Meat et il y a son copain Green Meat normalement, et en général je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc là c'était Red Meat et ici on a Green Meat. On fait tout le tour, on remonte au long des courges et puis après on reprend le chemin. Ici, là, ce sont toutes les courges alimentaires. Alors une, son nom me fait rêver, c'est Sucrine du Berry. En rupture avec le monde rural dont il est issu, Xavier a fait le choix de planter des espèces rares, belles ou juste farfelues. Parce que pour lui, l'agriculture est un moyen parmi d'autres pour changer le monde. Donc là, je regarde un petit peu au passage qui se promène par là.
Donc moi, il y a une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle la morelle de Balbis. Et comme beaucoup de solanacées, elle a des piquants. Mais elle n'a pas des piquants, elle est couverte de piquants. Il y a toute une zone de tomates qu'on récolte quasiment pas parce qu'on se fait trop mordre par la morelle qui est à côté et j'ai pas le courage de l'arracher. Voilà, donc là, ça c'est vraiment une petite plante que j'aime bien. Une qui me fait fondre, mais ça c'est mon côté ridicule. Hein. À l'intérieur, voilà, il y a 2 petits pois qui ont l'air de rien. Il faut savoir qu'ils vont en général par 2, et si on les regarde de près, hop là, ça fait des petits cœurs. J'étais en train de m'émerveiller sur les petits pois cœurs. Le cœur dans la main, je t'en connaissais bien là. Allez. Salut. Salut. Aujourd'hui, Lionel et Annie sont venus apporter quelques curiosités à Xavier, histoire de partager les trésors de leur jardin avec un connaisseur. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Alors, épluche-le et goûte-le. Encore celui-là est pas assez mûr. Ah ouais. Voilà. J'ai jamais vu ça. Et goûte-le, ça tient. Ça vient d'où ça? Goûte-moi ça, du bonbon. J'ai la chance de faire un métier où on peut trouver un réel épanouissement, où on peut aussi bien faire travailler sa tête que ses jambes, que ses mains, où on est obligé de rencontrer plein de gens. L'histoire de l'agriculture, c'est une longue histoire d'échange en fin de compte, et derrière l'échange, il y a l'humilité. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, c'est-à-dire que on apprend et on apprend de l'autre, en permanence. Son nom, c'est quoi? C'est magnifique. Alors ça s'appelle les striped toga. Moi, je suis vraiment ancré sur la Touraine parce que c'est aussi une zone d'échange, puisqu'il y avait cet axe ligérien qui permettait de faire venir des choses. Pour information, dans la Loire, il pousse du souchet qui est probablement arrivé d'Espagne et qui est tombé pendant les échanges et qui s'est naturalisé. Et nous, ici, du souchet, on en cultive. Les champs de pagaille ont un côté image d'Épinal. Les choix de Xavier n'y sont évidemment pas étrangers. Ici, ce qu'on défend, c'est tout simplement une agriculture à taille humaine. À partir du moment où on fait primer l'humain, là, forcément, on diversifie et on trouve un équilibre complètement différent. Bye bye les jardins sauvages de Xavier. Retour au domaine de Chaumont-sur-Loire, sur un nouveau terrain de jeu, une autre approche des jardins sur 10 hectares pour rendre hommage au fil des années aux grands jardiniers des siècles passés. Les Prés du Goualou, c'est un nouveau parc qu'on a mis en place en 2012. C'est Louis Bénèche, le paysagiste, qui a dessiné le cheminement et qui a dessiné les parcelles dans lesquelles nous installons des jardins qui sont liés aux grandes civilisations du jardin. Alors on a commencé par l'Asie. On a un ensemble de jardins chinois et puis on a 2 jardins satellites qui ont été faits l'un par Yu, un jardin avec des bambous rouges et des bambous verts absolument fabuleux qui s'appelle Carré Héron, et puis un autre qui a été fait par Wang Shu, qui avait eu le prix de Sker d'architecture, qui est une sorte de miroir d'eau. Ça s'appelle le jardin des nuées qui s'attardent. C'est un dialogue avec les grandes civilisations du jardin, mais on n'est pas tout à fait dans l'histoire, on est dans la mise en valeur des codes particuliers de ces grands jardins. On est dans une partie de la France que l'on a plaisir à nommer le jardin de la France, cette Touraine historique. Qu'est-ce qui différencie les jardins contemporains de Chaumont-sur-Loire de ses voisins si proches ? Nous sommes dans l'invention, dans la création, dans l'imagination et dans les jardins d'aujourd'hui et de demain. Chaumont est un laboratoire, un observatoire des tendances du jardin et on essaie d'inventer les jardins de demain et on essaie de conseiller nos visiteurs pour qu'ils aient eux-mêmes envie de faire évoluer leur propre jardin. On a vraiment le sentiment que ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer aussi, c'est que une fois la grille ou l'entrée de Chaumont-sur-Loire passée, on s'ouvre au monde. Finalement, c'est la sensibilité ou ce qu'il y a de plus beau dans chacune des cultures que vous aimez fédérer ici. Je pense que c'est important que nous soyons en effet ouverts sur le monde parce que c'est une manière d'éveiller la curiosité, d'enrichir le regard des uns et des autres. Il ne faut pas être refermé sur soi et il faut avec émerveillement découvrir ce que les autres font, ce que les autres inventent. C'est vraiment une manière de nous enrichir nous-mêmes et puis d'apporter la beauté aux visiteurs. Moi, je crois
en la beauté, qui nous transforme, qui nous élève, qui nous apporte une certaine paix intérieure. On en a de plus en plus besoin dans le monde troublé qui est le nôtre. Voilà, la balade est terminée pour aujourd'hui, mais nous serons très bientôt de retour au jardin de Chaumont-sur-Loire pour la 25e édition du Festival international autour de la thématique des jardins du siècle à venir. À très bientôt. Tu es en sursis, mais ça ne va pas durer. Ça, c'est un jardin de graminées plutôt prairie avec des bleuets. Et en fait, ce que l'on pense être le jardin d'après, c'est en fait le bas du jardin. Et la tourbière avec que des plantes carnivores. Tous les petits tubes que tu vois qui dépassent, c'est des plantes carnivores.